Bonsoir, nous allons ce soir nous permettre de revenir sur la problématique de l'émergence économique, émergence qui reste à tous égards le leitmotiv des politiques de développement engagées dans la plupart des États africains. Bon nombre d'États, comme vous pouvez le constater en Afrique, se proposent d'atteindre l'émergence économique à l'horizon 2025-2030. L'entreprise en tant qu'entité de production de richesse constitue pour cela un élément déterminant dans l'atteinte de cet objectif de développement. Car au cœur de l'entreprise, il y a le leader, ce que nous appelons communément directeur général, chef d'entreprise et autres, à la tête donc de l'entreprise qui doit être à tous égards un modèle. Leadership et émergence économique, voilà ce qui va constituer le problème au cœur du débat de ce soir. Avec moi, Roméo Chouaké. En tout cas, je reçois pour la première fois un formateur. Il arrive du Cameroun, il est au Congo depuis quelques jours et c'est avec lui que nous allons essayer de voir la problématique. Comment est-ce que l'entreprise, au cœur du développement, on dirait même que le boom économique tant attendu ne pourra être éteint que si l'entreprise aujourd'hui joue un rôle au cœur, donc un rôle important. Roméo Chouaké, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je me fais toujours le plaisir, comme d'habitude, de faire venir Dr Kins, qui est devenu, je le rappelle très souvent, le consultant de l'émission. Il apporte toujours sa lecture dans cette question de l'émergence. Mais, monsieur Chouaké, vous êtes vous-même formateur et vous vous dites être aussi un motivateur. Pourquoi ? Je vais souhaiter bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission L'économie en marche, particulièrement les chefs d'entreprise et les potentiels entrepreneurs. Et je vous remercie pour cette question. Voyez-vous, la formation, c'est un transfert de compétences. Et pourtant, la motivation est un transfert d'enthousiasme. Et deux éléments qui sont déterminants également. Absolument. Cela veut dire que formé, oui, avoir la motivation, ça compte. C'est-à-dire que vous avez des compétences techniques, mais vous devez ajouter à ces compétences techniques ce qu'on appelle des compétences alternatives, des compétences douces. Comme on pourrait dire que savoir-être plus savoir-faire égale savoir-réussir. Et pour cela, qui est plus au cœur de tout cela, ces préoccupations? Il y a dans l'entreprise, par exemple, l'employé, il y a l'employeur, le leader qui est au cœur. Oui. Je vous prends un exemple simple pour illustrer ma pensée. Si le premier responsable d'entreprise parle mal aux employés, les employés parleront mal aux clients et les clients parleront mal de l'entreprise. Et vous savez bien que lorsque le chef d'entreprise traite bien les employés, ils traiteront bien les clients, qui traiteront bien l'entreprise et l'entreprise pourra bien traiter le chef d'entreprise. Lorsque vous parlez de traiter, vous le voyez en termes de rémunération? Non. Ou en termes de considération même de l'employé? En termes de déploiement des qualités humaines qui font de vous, plus que le diplômé, plus que le technocrate. Finalement, qui font de vous le coach. Souvenez-vous, l'entreprise, c'est le centre d'entraînement intensif de la croissance économique. Et on ne peut pas avoir un centre d'entraînement intensif sans avoir des coachs. Les coachs ici sont des chefs d'entreprise. Ceux qui vont catalyser le potentiel des gens qui les entourent. Finalement, c'est quoi un chef d'entreprise? Un leader, c'est réussir à faire réussir ceux qui travaillent avec vous. Ce que nous parlons, qui concerne l'entreprise aujourd'hui, est-ce que cela va également pour le politique, qui a en charge, par exemple, de gérer les affaires publiques? Bien évidemment. Voyez-vous, c'est la combinaison des efforts de l'administration publique pour mettre en place le cadre institutionnel et juridique devant permettre la création et le développement des entreprises et le déploiement des entreprises qui permettra le boom économique. Maintenant, les leaders politiques ne peuvent pas se soustraire à la démarche du leadership aujourd'hui. Le leadership n'est plus, en termes d'évolution de sa définition, entendu comme un poste, un pouvoir, une position, mais le leadership, c'est plutôt la capacité d'avoir une vision et d'entraîner les gens dans cette destination. Un état d'esprit. Exactement. Oui. Alors, si vous ne pouvez pas entraîner les gens dans la vision, dans la destination que vous avez choisie, influencer les autres à adhérer à votre vision, c'est qu'il y aura une rupture qui sera
étonnamment dangereuse pour l'avenir pour la ville, de pour l'économie. l'entreprise. Voilà. Absolument. Docteur, vous partagez au moins cette lecture de Roméo Choquet. Très bien, parce qu'en fait, je crois que dans nos débats, ces choses n'ont pas été bien clarifiées. Parce qu'aujourd'hui, enfin, l'émergence économique, il y a deux dimensions. Oui. La dimension soft et la dimension hard. Langage informatique, ça. La dimension, voilà. La dimension soft, c'est le leadership. La dimension hard, c'est toutes les techniques que nous utilisons pour arriver à l'émergence économique. Par exemple, la gestion axée sur les résultats, c'est une technique que nous utilisons. Bon, mais si vous avez cette technique-là et que vous négligez le volet soft, c'est-à-dire le volet leadership, Motivation. vous êtes sûr que vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs comme vous les souhaitez. Vous allez les atteindre, mais à un coût élevé. Ouais. Parce que vous allez être amené à traîner les collaborateurs plutôt que de faire en sorte qu'ils puissent vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, je rebondis aussi disons, sur ça. Vous avez dit que mais cette affaire de leadership, ce n'est pas uniquement au niveau, les chefs d'entreprise. Au niveau des entreprises, c'est aussi au niveau politique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion que les deux piliers de l'émergence économique, c'est des entreprises compétitives et puis aussi une administration publique compétitive. C'est-à-dire avec des fonctionnaires qui ont des objectifs. Qui ont la motivation. Et puis qui savent aussi quel cadre créer pour permettre aux entreprises de se mouvoir. de prospérer. Voilà. Alors, donc à ce niveau, je peux dire qu'on a en fait trois types de leaders. C'est-à-dire qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public. Le leader mercenaire, le leader rentier, le leader entrepreneur. Le leader mercenaire, il est à la tête d'un ministère ou d'une direction générale. Oui. Ou alors à la tête d'une entreprise. Et ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ça veut dire quoi, intéresser l'argent? Ce qui intéresse, c'est l'argent. C'est pas la finalité, non, lorsqu'on est leader. Bon, c'est de créer, de maximiser, comme on dit, c'est le profit. Oui, maximiser que nous ne son profit personnel ou le profit de l'entreprise. Les deux là, peut-être l'entreprise. Oui, ce qui serait intéressant, c'est que les deux puissent coïncider. Ouais. Mais or, nous avons remarqué que... ça, c'est le mercenaire. Le mercenaire. Voilà. Mais le mercenaire ne pense qu'à lui-même. Ouais. Bon. Ça, c'est le leader mercenaire. Alors, le leader mercenaire. Voilà. Maintenant, il y a... Le leader rentier. Lui, on l'a nommé, qu'il soit chef d'entreprise. Enfin, chef d'entreprise, en fait, son nom pas. Bon, disons, il est nommé, il est élu par le conseil d'administration, ou nommé, en fait. Bon, si c'est de grosses entreprises. Voilà. Bon, disons que à la tête d'une entreprise ou d'une administration, si on a un rentier, c'est quelqu'un qui a trouvé des choses qui ne fait que gérer. Alors que le leader entrepreneur, qu'il soit dans une administration publique, qu'il soit dans le secteur privé, il a trouvé des choses qu'il gère, mais puisqu'il est entrepreneur, il ouvre de nouveaux chantiers. Donc il va vers des perspectives plus... Voilà. Donc c'est ça en fait. Donc en fait, le but même de ce qu'est en train de faire Roméo, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de leaders mercenaires ou rentiers, mais plutôt qu'il n'y ait que des leaders entrepreneurs. Et c'est ça tous les sens des séminaires qu'il est en train, disons, d'animer sur tout le continent. Mais là, nous avons la chance que ce soit maintenant au niveau du Congo. Et nous devons en profiter. Nous avons parlé depuis le début de leadership, nous avons parlé les différentes formes de leadership, la place même du leader, mais nous ne disons pas toujours qui est leader. C'est quoi un leader finalement? Merci beaucoup. Je voudrais que vous puissiez comprendre que finalement, avant, on voyait le leader comme le pinacle d'une pyramide. Donc la personne la plus haut placée dans l'échelle. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Vous voyez, le planton, c'est un leader. Il faut qu'on fasse du planton un leader. Nous allons vers des organisations où on parle de leadership à 360 degrés. C'est-à-dire que du planton au patron, il y a du leadership. Voyez-vous, pour que nous puissions bien travailler ici sur le plateau, il y a des gens qui s'activent dans l'ombre. Il y a des gens qui nous ont accueillis à la guérite. Nous ne pouvons pas remplacer ces gens-là.
Mais on doit... Ils ont un rôle à jouer, on chacun doit à sa place. responsabiliser ces gens pour qu'ils deviennent matures dans leurs responsabilités avec des missions. Donc finalement, le leadership devient non pas un épouvantail, mais le leadership est fonctionnel, productif. Le leadership, c'est la créativité. Le leadership, c'est le dépassement des limites. Le leadership, c'est le sens de l'initiative. Voyez-vous qu'aujourd'hui, ici, les gens doivent être des bénis oui-oui, ils ne sont pas des leaders. Si les gens doivent être circonscrits au cadre de ce qu'on a dit qu'ils doivent faire, et quand interviendra une crise, ils vont se référer toujours, permettez-moi, au référentiel de ce que le boss avait dit, alors qu'il faut prendre des choses en main. Il faut prendre des initiatives. Voilà pourquoi nous disons... anticiper. Voilà. Donc, aujourd'hui, permettez-moi qu'on ne blesse pas les présents dirigeants, non. Comme je le dis souvent en séminaire, faites attention d'être un leader qui est en tête, s'entête et qui s'entête à rester en tête. Oh. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saupoudrer le leadership dans l'organisation pour que tout le monde prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, il est question de dire, si le Titanic va couler, c'est notre responsabilité à tous. À tous. Mais il n'y a pas un responsable. Non. Tout le monde à son niveau. Il y a quelque chose que Chouaké n'a pas fait pour que ma famille, pour que mon entreprise, pour que mon pays, pour que mon continent soit là où il est actuellement. J'aurais pu faire quelque chose de plus que ce que j'ai fait. Oui. Et donc, quand je suis conscient de ça, je me dis que je deviens un leader dont je prends les choses en main. Et ça permet de comprendre, quand nous parlons d'entrepreneurs, avec le professeur, j'ai beaucoup discuté. Entrepreneur, c'est un économiste français qui a dit pour la première fois entrepreneur. Et il disait, oui, entreprendre. Il disait que dans l'armée française au 19e siècle, lorsque l'armée rudimentaire devait aller attaquer, par exemple, les Anglais, il y avait un entrepreneur qui prenait les devants pour pister l'adversaire. Et donc, entrepreneur est un terme d'origine militaire. Voyez-vous? Mais nous sommes fatigués des chefs d'entreprise qui, ayant créé leur entreprise, deviennent des employés de cette entreprise. On reviendra sur ces... Mais au sein de l'entreprise, il y a que... C'est vrai que vous n'aimez pas ou très peu avec la définition, un peu la vision, la nouvelle vision des choses. De plus en plus, le personnel n'est plus à considérer comme étant des ressources humaines. Il y a une différence qui est faite à ce niveau-là. Le personnel, les ressources humaines, y a-t-il une différence à ce niveau-là? Docteur, peut-être avec vous. Bien. Bon, il faut dire que dans nos universités, disons dans nos instituts, il y a très peu de professeurs, d'enseignants qui font la différence entre les deux. Et même plus grave encore, il y a beaucoup d'enseignants qui estiment que les deux termes sont interchangeables. En fait, la différence s'est faite dans les années 70, et notamment avec les Américains. Aujourd'hui, on peut dire que quand on dit personnel, on va l'employer, mais sous l'angle de la gestion administrative de sa situation. De la structure. Non, de sa situation. Sa situation, oui. C'est-à-dire que le mouvement du personnel, la carrière, etc., ça c'est le personnel. Maintenant, la ressource humaine, on prend le même employé, mais du point de vue de sa contribution au chiffre d'affaires, ou alors sa contribution à l'accomplissement de la mission du ministère ou de la direction générale. Et les deux notions qui cohabitent alors au sein de l'entreprise ou au sein d'une administration. Voilà. Oui. C'est-à-dire que le même employé est à la fois personnel et ressources humaines. Mais il revient maintenant au leader de faire en sorte que on puisse utiliser le potentiel, le talent de chaque employé. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que le leadership, en définitive, c'est l'art d'organiser les talents. On organise les talents pour qu'on puisse atteindre les objectifs de l'organisation au moindre coût. Parce que si on arrive... Donc, en fait, le leadership devient, dans ces conditions, l'art des arts. Parce que cet art-là, c'est vrai, il y en a qui ont dit que c'est inné. Bon, mais ça peut s'acquérir. On s'est dit qu'on va suivre des cours pour pouvoir acquérir cette capacité-là. Et je voudrais aussi poursuivre en disant simplement que, en définitive, la ressource humaine, c'est aussi l'attitude. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que les aptitudes, c'est-à-dire les compétences, plus l'attitude, ça donne l'altitude. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant vous élever. Tout à fait. Mais le personnel est plombé. Et le personnel, à la limite, c'est l'employé qui, quand il arrive au bureau, quand il arrive à l'entreprise, il laisse son cerveau à l'entrée.
et il rentre vide. Il attend qu'on lui dise fais ceci, fais cela, Voilà. fais ceci, fais cela. Il ne prend aucune initiative. Mais une fois terminé le travail, c'est-à-dire à 14 heures, il récupère son cerveau et le voilà créatif en train de faire son propre business, comme on dit vulgairement. D'accord. Docteur, mais il y a tout cela que le leader qui a en charge le personnel, qui a en charge des ressources humaines, qui a sur lui un ensemble de biens à préserver, qui a sur lui qui constitue la locomotive même, disons, de la vie de l'entreprise, il y a que, et beaucoup le disent, que 10% généralement des personnes, on n'utilise que 10% de notre performance. Comment le leader peut-il entraîner à accroître les performances des personnalités, les 90 autres pourcents qui restent pratiquement inexploités? Voilà, c'est toute la problématique des interventions que fait justement Roméo. Enfin, il va poursuivre. Mais en gros, c'est simplement que tant que nous n'allons pas être capables d'identifier le potentiel et de le mettre au service de l'entreprise ou de la structure, nous serons en deçà de ce que nous aurons pu obtenir. Voilà. Je crois que c'est... Absolument. Roméo. Merci au docteur de me passer la parole. En réalité, voyez-vous... Et d'ailleurs, pourquoi? Question peut-être... pourquoi dit-on que l'homme, l'employé, peut-être aussi le leader, que chacun, nous n'utilisons que 10% de notre potentiel? Bien. Voyez-vous, monsieur, lorsque nous étions à l'école, nous avons appris ce qui devait nous permettre de nous exprimer dans la société, des fois professionnellement. Mais pour que nous soyons compétents techniquement, nous avons besoin de faire appel. Par exemple, si je suis un grand ingénieur, je peux être très qualifié, mais il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler. Alors, un chef d'entreprise me disait, je préfère un ingénieur qui n'est pas très qualifié, mais qui est très motivé, par rapport à un ingénieur qui est très qualifié, qui est démotivé. Parce que l'ingénieur démotivé va démotiver son entourage. Absolument. Et la démotivation vient d'où? La démotivation a plusieurs sources. Elle peut être liée à la rémunération, elle peut être liée au manque de passion. Elle peut aussi être liée au fait qu'il y a une rupture de point de vue entre... rupture de confiance. Avec le leader principal. Vous voyez? Mais on a dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Et pour chuter sur la question, moi je vais dire que votre entreprise ne peut jamais grandir au-delà de votre propre croissance. C'est-à-dire que la croissance de l'entreprise ne réside pas dans l'entreprise elle-même, mais la croissance de l'entreprise réside dans le dirigeant de l'entreprise. Le problème est le suivant. Si vous arrêtez de grandir, votre entreprise cesse de réussir. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes capables d'utiliser 10% de notre potentiel parce que justement, on n'a que 10% d'accès à l'information qui est disponible dans l'univers par rapport à ce que nous avons appris à l'école ou à l'université. Mais il reste 90% que nous devons rechercher, non pas par des sources sensorielles, mais par des sources intellectuelles et spirituelles. En ce moment-là, les 90% sont disponibles à tout le monde pourvu qu'ils sachent s'élever, comme a dit le docteur tout à l'heure. Donc en réalité... Est-ce que l'environnement joue un rôle en pareille circonstance? Vous me donnez là une brèche pour parler d'un sujet très important en motivation. C'est la différence entre le thermomètre et le thermostat. L'environnement n'a rien à voir. Je suis moi-même le pur produit de ce que je dis parce que si quelqu'un n'a pas fait faillite et rebondit de cette faillite et bâti sur des anciennes ruines, ne lui demandez pas de leçons en matière d'entrepreneuriat. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont des thermomètres. Ils subissent la température de l'environnement. Mais un véritable chef d'entreprise dans notre contexte doit être un thermostat. Il doit déréguler la température de l'environnement. Donc vous me jetez au désert, je pourrais démontrer aux gens du désert à quoi servira encore le sable. Vous me jetez au pôle Nord, je pourrais démontrer aux Esquimaux que vous avez imaginé toutes les choses sur la glace, mais j'ai d'autres idées ici à vous apporter. Vous voyez, donc finalement, monsieur, il y a une différence entre vos capacités et le contexte. Si vos capacités sont faibles, le contexte va vous submerger. Oui, mais si vos capacités sont développées, alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous immergez et vous dépassez le contexte. Donc, il y a une ligne. Vous vivez en dessus de la ligne ou en dessous de la ligne. En dessous de la ligne, on vous appelle victime. Et en dessus de la ligne, on vous appelle vainqueur. Alors pour vous, l'environnement n'a aucun impact? Non. Quelle que soit la nature de l'environnement dans lequel on évolue.
Oui. Parlons d'un climat environnement entendu comme étant le climat qui règne au sein de l'entreprise, au sein de l'administration. Oui. Croyez-vous que cela ne peut avoir l'incidence dans le bon fonctionnement, dans la rentabilité de l'entreprise ou dans la rentabilité de l'administration? Je suis d'accord avec vous. Je sais que le docteur ne me démentira pas qu'on a démontré que la plupart des majors, des grandes entreprises américaines, sont nées pendant des récessions. Mais voyez-vous, c'est le contexte calamiteux qui donne l'occasion à l'entrepreneur de détecter des opportunités. Vous savez qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont dynamités par des difficultés, mais il y a des gens qui choisissent des difficultés pour dynamiser leurs opportunités. Donc, pour ma part, n'en déplaise à ceux qui pensent que l'État va tout faire et tout faciliter, que l'environnement sera le meilleur avant qu'on se jette à l'eau. Non, nous sommes de ceux qui pensons qu'un entrepreneur, c'est celui qui est capable d'arriver au bord de la piscine et de ne pas jauger l'eau avec son doigt. Voilà. Si vous êtes allé nager, jetez-vous à l'eau et votre corps va prendre la température de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a de rester au bord et critiquer l'eau et attendre qu'il fasse soleil? Mais nous n'avons pas plus du temps à perdre, justement. C'est de ça qu'on parle, les attitudes, les compétences douces, voilà. Les compétences subtiles qu'on n'apprend pas à l'école. Qu'on n'apprend pas à l'école. Il faut détecter. Ce sont ces ensembles de compétences que nous prenons, que nous puisons pour nous exprimer en tant qu'entrepreneurs. Parce que voyez-vous, la plupart des entrepreneurs que je connais n'ont pas été à l'école de commerce. La plupart des entrepreneurs que je connais ont fait appel à des talents inouïs, enfoncés dans eux, et qu'ils ont exprimés à la face du monde. Donc, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que les gens pensent que nous sommes durs avec eux. Non. Si le contexte est difficile, renforcez vos capacités. Un homme d'affaires, question, peut-il devenir un entrepreneur? L'homme d'affaires est-il un entrepreneur ou un entrepreneur est-il un homme d'affaires? Disons, un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est dans beaucoup de choses. Bon, l'entrepreneur, je prends un cas concret. Quelqu'un a un diplôme de coiffure, maintenant il crée son entreprise, ça c'est un entrepreneur. Bon, mais quelqu'un n'est pas du domaine de la coiffure, mais il crée une structure, un salon de coiffure. Donc il embauche des gens qui ont des diplômes de coiffure et il achète aussi l'équipement. Bon, ça c'est un homme d'affaires. Bon, maintenant, si je reviens encore à l'entrepreneur, ce qui le préoccupe, ce n'est pas tellement le profit, mais c'est le fait qu'il sorte quelque chose qui n'existait pas avant. Voilà. Et qu'il met ça à la disposition de l'humanité. C'est pour ça, par exemple, que j'ai l'habitude de dire, mais la terre, mais ce n'est pas n'importe qui peut aller faire cultiver la terre. D'abord, le taux de profit est très bas là-dedans. Donc, il faut aimer la terre. Donc, il n'y a qu'un ingénieur agronome diplômé d'une école, ou alors un paysan, c'est-à-dire de père en fils, mais c'est ceux-là. Ça devient une culture, quoi. Familiale. C'est pour ça que je suis toujours gêné de voir comment on peut penser qu'on peut créer, comment dirais-je, un village, quelque part, et puis prendre des gens pour dire que bon, maintenant on vous donne les engrais, on vous donne les semences, et puis bon, allez-y. Non. Il faudrait qu'on arrête. C'est-à-dire que, quand on dit déjà entrepreneur, on doit avoir à l'esprit quelqu'un qui veut transformer les choses. On peut le devenir. Ah oui, absolument. Voilà. Absolument. Et c'est là où je ne coupe pas le professeur. Voyez-vous, être un bon mécanicien ne fait pas de vous un bon chef de garage. Je connais plein de médecins qui n'ont pas pu faire une clinique. C'est-à-dire qu'il a appris toute la médecine, il a des compétences techniques incroyables, mais il a simplement même peur de sortir de l'hôpital pour aller commencer sa clinique. C'est pour cela, ceci justifie les séminaires que nous sommes en train d'organiser. L'entrepreneuriat s'apprend. Si vous avez fait 7 ans à l'école de médecine pour devenir médecin, mais prenez un temps le soir pour apprendre la vente, pour apprendre les négociations contractuelles, pour apprendre la motivation personnelle, l'attitude mentale positive. Voyez-vous, si votre morale n'est pas boostée, mais les contraintes de l'entrepreneuriat vont vous faire sauter un plomb. Et voici pourquoi nous disons que vous soyez un bon mécanicien ne justifie pas que vous allez créer un garage qui va marcher et prospérer. Parce que le métier des mécaniciens est un métier, mais le métier du garage qui prospère s'appelle entrepreneuriat, donc entrepreneur. Voyez-vous, donc c'est important que nous puissions
Et voyez-vous, monsieur, la question se pose. Dans la plupart de nos écoles, il n'y a pas un module sur la créativité. Mais oui, il n'y a pas de module sur la créativité. Voyez-vous, si on me prend là, on me jette au Sahara, et puis on me dit, fais comme si tu n'as pas de parents, fais comme si tu n'as pas de frères, fais comme si tu n'as pas de partenaire. Allez, allez-y. Monsieur, vas-y. Mais je sais que en moi, il y a un équipement incompréhensible par aucun homme qui peut me permettre soit de mourir, soit de refuser de survivre, mourir voilà. et de survivre. Survivre. Mais davantage, j'opte pour la deuxième hypothèse. Survivre. En moi, il y a l'instinct de survie. Maintenant, cet instinct de survie va me pousser à voir des choses que les gens du désert n'ont pas vues pour que je commence à transformer. Vous connaissez l'histoire de Dubaï. Ouais. Voilà. Pourquoi ne pas le faire ici? Il faut qu'on puisse aujourd'hui vulgariser la créativité et l'innovation. D'accord. Vous voyez, on a vu les dragons en Asie devenir des petits États il y a quelques 20 ans, devenir des mastodontes. Aujourd'hui, c'est des États qui se sont développés, des économies émergentes. La Chine en est l'exemple le plus probant. Mais là, il y a eu véritablement boom économique. Et vous dites que le boom économique tant attendu, puisque nous aspirons également, nous, États africains, à aller vers ce que nous appelons l'émergence économique, donc, disons-le, vers le boom économique. Et vous dites qu'on ne peut atteindre le boom économique si l'entreprise décolle. Alors, Oui. Je voulais vous dire sincèrement que sans le décollage de l'entreprise, on n'aura pas de boom économique. Ou bien le boom économique sera un boom économique de façade. alors, Pourquoi? voilà. Parce que, je l'ai dit tantôt, que l'entreprise, c'est le centre d'entraînement intensif de la croissance économique. Et pour cela, nous voulons que les politiques ou bien les décideurs nous entendent pour ramener le boom économique à une équation humaine, Laquelle est? stricto sensu, la personne humaine. Je parle du développement humain. Vous savez, quand vous arrivez dans un aéroport, lorsque le pays n'est pas un pays qui se vend, vous allez voir comment est-ce que les douaniers se comportent, les policiers se comportent. Normalement, sur la plateforme aéroportuaire, puisque c'est la fenêtre, la porte La d'entrée porte d'un d'entrée pays, de sortie, voilà. tout le monde doit être éduqué sur au moins une notion, le service clientèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir que les étrangers qui viennent là ont acheté notre pays. Notre pays a été vendu en guillemets, quoi. C'est-à-dire que si les gens viennent, peut-être des touristes, c'est parce qu'il y que... a eu du marketing autour voilà. du pays. Voilà. Et donc, s'ils ont fait du marketing, ça veut dire qu'ils ont acheté. Mais nous, quand on les reçoit à l'aéroport, on fait du service après-vente. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que nous sommes ici pour être dans le continuum de l'action commerciale qui a été commencée. Qui a Je voulais permis dire à celui qui est à l'autre bout du d'être monde. attiré par notre pays, Voilà. d'acheter notre produit. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que quelqu'un m'a dit quelque part, your country is not a selling nation. Yeah. C'est-à-dire que votre pays n'est pas une nation de vente. Ouais. Commencez. Les Chinois, les Singapour, les Coréens, Samsung, vous connaissez,